Vous avez déjà très certainement vécu une tempête émotionnelle comme, beaucoup d'entre nous, bien entendu, parfois de manière, intense, hein. Quand on parle de tempête émotionnelle, le mot, tempête, relie bien à cette intensité. Pas facile quand on est là-dedans de prendre du recul pour retrouver le calme, et puis la plupart du temps, nous ne savons même pas comment faire, nous n'avons pas les outils. Nous ne pensons même pas à prendre ce recul parce qu'on est emporté effectivement dans cette tempête, dans ce chaos. Alors comment faire? Comment s'équiper pour, revenir à quelque chose de paisible? Et en d'autres termes, est-ce qu'il existe une trousse de secours pour, nous équiper en cas de tempête émotionnelle? Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir, Margot Diskin, qui va nous donner, des pistes justement par rapport à cette, trousse de secours que nous cherchons tous. Quand tu parles de tempête émotionnelle, est-ce que tu peux bon, je pense que beaucoup de personnes ont une petite idée quand même de ce que ça représente une tempête émotionnelle, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu entends par là, en fait? Eh bien, ce que j'entends par là, c'est que le mental, s'emballe. Il est en ébullition, les pensées, arrivent à grande vitesse et ça vient nous secouer dans notre état émotionnel. On ressent de plein fouet soit la colère, soit le chagrin, la peur, la honte, la culpabilité. Ça commence à se manifester même physiquement, hein, par des tremblements ou des pleurs ou rougir, qui sait. C'est ça que j'entends par une C'est ça tempête que tu entends émotionnelle. et donc en fait, est-ce qu'on peut dire que quand il y a cette fameuse tempête émotionnelle, c'est comme si on n'est plus rien n'était sous contrôle? En tout cas, on a l'impression que ça ne l'est plus? Exactement, on se surprend même à réagir aussi fortement. On se Oui. demande: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux arrêter ça?» Mais en fait, une fois que le cheval est emballé, c'est pratiquement impossible de l'arrêter, sauf si justement on apprend, à mon sens, à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Arriver à utiliser des clés pour arriver à calmer tout ça. En fait, je me dis, bon, on peut se le dire après, hein, quand la tempête, une tempête finit toujours par s'apaiser, heureusement. Heu, on peut avoir tendance à se dire: «Oh là là, j'aurais pas dû, pourquoi est-ce que je suis partie là-dedans?» et cetera. Est-ce que tu penses que, on peut voir avant cette, tempête? Est-ce qu'on peut avoir, comme dans la vraie vie, comme dans la nature, hein, il y a les signes avant-coureurs, se dire: «Mmh, il va y avoir une tempête aujourd'hui». Est-ce que c'est vrai aussi pour nous? Par rapport à cette tempête émotionnelle. Tout à fait. Il s'agit d'aller repérer ce qui se passe là-haut. Quelles Mmh. sont les pensées ou plus exactement les croyances qui commencent à se répéter incessamment, à frapper à la porte et il y a un moment, elles frappent si fort que voilà, tout est emballé. Mais même avant, on peut remarquer et repérer, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Par exemple, on remarque qu'on est très en colère contre quelqu'un, qu'on a des pensées qui tournent en boucle, qui viennent critiquer cette personne incessamment. Donc ça, ce serait un point de repère. Mmh. Les Est-ce que pensées ouais? oui? Les pensées précèdent toujours les émotions, même si elles sont un peu plus difficiles à détecter. Donc tu parles de méthode. Bon, allons-y, parlons de cette méthode, que tu abordes là maintenant. En quoi est-ce qu'elle consiste et en quoi elle peut être, intéressante en cas de tempête émotionnelle? Alors, la méthode que je pratique s'appelle le travail de Byron Katie ou encore The Work of Byron Katie et il s'agit d'un questionnement, d'une remise en question de nos croyances. C'est-à-dire qu'on les prend une par une et on les fait passer à la moulinette. On se pose des questions au sujet des croyances. Donc la question principale, la première, c'est: «Est-ce vrai?» Donc admettons que j'ai la pensée: «Un tel me manque de respect», par exemple. Mmh. Mmh. Eh bien, dès que cette croyance s'installe en moi, je vais ressentir la colère. Je vais ressentir, peut-être de la déception ou de la tristesse ou de la peur. «Comment ça, il me manque de respect?» Et dans le travail de Byron Katie, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une telle pensée et on commence à la remettre en question. Par exemple, la première question, c'est: «Est-ce vrai? Est-ce vrai que cette personne me manque de respect?»
Et rien que de se poser la question, même si on répond «oui», rien que de se poser la question, ça nous fait prendre un petit pas de recul à l'intérieur de soi. On devient l'observateur de nos pensées plutôt que d'être complètement hypnotisé par elles. On a l'impression que cette peur ou cette colère, on en a besoin pour bien vivre. Tu peux nous expliquer pourquoi on peut penser ça, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à ça? Eh bien, d'autres croyances, on OK. en est toujours là, d'autres croyances. Si je ne me défends pas, il va continuer. Si je ne dis rien ou si je laisse faire, eh bien, je vais me laisser piétiner ou je serai, ouais, comme un paillasson. De toute façon, il faut bien que justice se fasse, il faut quand même que je me défende. Or, il ne s'agit pas de ne pas se défendre, il s'agit simplement d'aborder une situation avec plus de sagesse. C'est la différence entre croire la voix de son ego quoi, de ce petit personnage à l'intérieur de soi qui adore se prendre pour une victime aussi Mmh mh. et la différence entre ça et laisser parler sa propre sagesse. Et notre propre sagesse est une bien meilleure forme de protection contre, les abus que la peur. Mmh mh. Mmh. Mmh. Donc quand tu parles de la sagesse, est-ce que moi j'aime parler de l'ouverture du cœur? Est-ce que c'est quelque chose Voilà, de similaire, c'est ça? Mmh. Donc en fait, on voilà. peut je sais pas si le mot opposé est le bon, mais ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a la sagesse, donc cette notion d'ouverture du cœur, pour certains, ça va être l'amour, en dualité avec cette notion de peur quelque part. C'est qui nous sommes véritablement en fait, faire ce travail, ça nous met en contact avec ce qu'on peut appeler notre vraie nature. Qui est toujours là. C'est pas qu'elle n'est pas là le reste du temps, mais c'est un petit peu comme un soleil qui serait dissimulé derrière des nuages et arriver à dissiper les pensées et les croyances qui viennent nous pourrir la vie au final, c'est arriver à vivre dans une paix joyeuse. C'est comme ça que Mmh. j'aime Mmh l'appeler. mh. Une Mmh paix mh. joyeuse qui sait prendre tous les aléas de la vie avec énormément de philosophie et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas dire non, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas à un moment se retirer d'une situation qui est délétère. Tout à fait, on n'est pas là non plus pour se faire marcher dessus, mais on peut le faire dans la paix. On n'est pas forcé de le faire dans la peur et la colère. Et donc, quand tu nous parlais tout à l'heure de la première chose à faire, tu nous disais de se demander: «Tiens, est-ce que c'est vrai?» Donc cette pensée qui, quelque part, est devenue une croyance, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est le 1er point, c'est ça la première clé? C'est ça la première clé. C'est ça qui nous mène à avoir ce doute et de se dire: «Mais oui, bon, je le pense, mais est-ce que je suis forcée de le croire?» Et le travail nous donne une deuxième chance. C'est-à-dire que si on répond «oui» à la première question: «Oui, oui, il me manque de respect», on a une deuxième chance. La deuxième question, c'est: puis-je absolument savoir que c'est vrai? Ai-je le moyen de savoir que c'est vrai qu'il me manque de respect? Et ça nous fait étudier un petit peu à l'intérieur de soi, mais est-ce que je crois quelque chose d'avéré, de fondé, ou est-ce que je crois une théorie? Si je peux pas prouver que c'est vrai qu'il me manque de respect, à ce moment-là, je crois une théorie. Et donc ce doute, s'installe de plus en plus en nous. Un doute D'accord. sacré, un doute qui nous fait nous détacher de cette voix très véhémente et insistante qui provoque en nous, ben, les tempêtes émotionnelles. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer le doute pour désamorcer les choses? Oui. Alors on commence par le doute et après on progresse. On progresse vers une troisième question et cette troisième question, c'est: «Comment est-ce que je réagis? Que se passe-t-il quand je crois la pensée?» Par exemple, si je crois la pensée: «Un tel me manque de respect», qu'est-ce qui se passe en moi et dans ma vie? Comment je réagis? Eh bien déjà, ça me met en colère ou peut-être que ça me fait peur. Du coup, j'ai le cœur qui se serre. Peut-être que j'ai des images du passé d'une autre personne, peut-être dans mon enfance qui, selon moi, m'a aussi manqué de respect. Et ça se passe en toile de fond, j'en ai à peine conscience. Mais le travail de Katie, qui est une méditation, nous donne cette chance d'aller voir tous les effets qu'a sur nous le fait de croire une pensée stressante. Donc on fait le tour de tout ce qui se passe. Peut-être qu'on s'adonne à des addictions comme du chocolat ou la télé ou je sais pas quoi. Peut-être qu'on rétorque, peut-être qu'on prend la fuite. En tout cas,
ce qu'on remarque en méditation, en se penchant sur cette question, c'est que ce n'est pas confortable. Oui. Le fait de croire une telle pensée, un tel me manque de respect, par exemple, hein, ce n'est pas confortable. Et donc j'entends, c'est les 3 questions. Est-ce qu'il y en a une quatrième Il y en a ou une quatrième. ah, mais voilà, tu vois? J'ai bien fait de La demander. quatrième, c'est le contrepoids de la troisième. Donc la troisième, c'est comment je réagis quand je la crois, cette pensée? Et la quatrième, c'est qui serais-je sans elle? Qui Mmh. serais-je face à cet homme, par exemple, qui me dit: «Mais, te gare pas là, c'est ma place de parking». Mettons, hein, en admettant. Qui serais-je sans la pensée? Il me manque de respect. Et une fois de plus, c'est une méditation. Et donc on peut se poser la question et attendre que la réponse nous vienne. Elle viendra d'elle-même, hein. Qui serais-je face à un homme qui, par exemple, s'énerve contre moi? Qui serais-je sans la pensée? Il me manque de respect. Et là, quand on s'ouvre à la réponse à ces questions, on peut entrer dans un espace où on voit, bah, un homme qui est, mettons, déçu, ou toujours est-il que ça nous ouvre à beaucoup plus de tolérance, peut-être une manière plus calme de s'adresser à cet homme, hem et hem et ça désamorce, toute la peur et la colère qu'on a pu avoir avant. Et ça ne Mmh. veut pas dire qu'on ne va pas lui répondre gentiment: «Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais j'étais en effet là avant que vous veniez vous garer ici». Donc ça ne veut pas dire qu'on va se laisser, marcher dessus, mais ça peut se faire dans la paix. Et après, il y a encore une étape qu'on Mmh. appelle les retournements. Donc jusqu'à présent, on a été voir si une pensée était vraie, si on était absolument certain qu'elle était vraie et si on pouvait prouver sa validité. On a été voir comment elle nous faisait réagir, on a été voir qui on serait sans cette croyance. Après, on passe au retournement où on trouve des contraires de la phrase de départ qu'on vient étayer, démontrer par des exemples. Donc par exemple, un tel me manque de respect, on peut commencer par le retournement: «Je me manque de respect», et on peut aller voir dans cette situation en quoi je ne me respecte pas. Déjà, je suis en vrac du point de vue émotionnel. C'est pas respectueux pour ce corps d'avoir à subir ces attaques émotionnelles. Peut-être que je me respecte pas en m'énervant sur cet homme, en lui criant dessus, alors que ça correspond pas à la manière dont je souhaite vivre ma vie. Donc je me respecte pas, je respecte pas mes propres valeurs de partage et de bienveillance dans ces moments-là. Bref, à moi d'aller voir des exemples qui démontrent que, malheureusement, je ne me respecte pas dans cette situation. C'est quelque ma réalimenter et revenir à moi, en fait, c'est ça que j'entends. Oui, et il ne s'agit pas de susciter de la culpabilité, mais Mmh. d'aller voir, mais c'est quoi ma part à moi de responsabilité? Et pourquoi je me mets en quoi je me manque de respect quand je me mets dans tous mes états alors que c'est pas vraiment nécessaire? D'accord? Mmh mh. Mmh. Il y a un Mmh. deuxième retournement Oh! qu'on peut appliquer où on trouve un autre contraire de la phrase de départ: «Il me manque de respect», mais cette fois-ci on inverse les rôles. Alors là, l'ego, il aime pas toujours trop ce retournement, mais il suffit d'avoir un petit peu de patience pour voir qu'en fait, il va être bénéfique à soi et à l'autre au final. Donc ce retournement, c'est, on part de: «Il me manque de respect» et on inverse les rôles, on fait: «Je lui manque Lui, de». il manque. Ou alors là, on peut avoir un peu de résistance. De: «Comment moi, je suis très respectueuse moi. Non, non, il en est rien, j'ai jamais rien fait de tel». Mais bon, si on arrive à s'ouvrir aux exemples et aller voir en quoi: «Ah là là, je lui manque de respect». Peut-être que dans sa tête à lui, c'est bel et bien sa place de parking et que je viens pas respecter son opinion là-dessus. Ou, je lui manque de respect, peut-être qu'à l'intérieur de moi, je l'accuse je le traite de tous les noms, ou même peut-être verbalement, mais à l'intérieur de moi: «Oui, de toute façon, c'est qu'un connard, il arrive nanana». Alors que c'est simplement un homme qui cherche une place de parking comme moi, OK? Donc on peut très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un sans pour autant l'attaquer mentalement ou même verbalement, et lui manquer de respect à un autre être humain coincé pour une place de parking, OK? Mmh Donc mh. à soi d'aller voir, ou peut-être que ma voiture, elle dépasse un peu trop, et
qu'elle l'empêche de caser la sienne et que dans ce cas-là, c'est moi qui lui manque de respect en effet. Pourquoi je me suis pas garée dans les clous, dans les lignes? Enfin bref, les exemples viendront quand on va les chercher. Voilà et il y a un troisième retournement possible qui est le contraire de la phrase de départ. Donc «Il me manque de respect» devient «Il ne me manque pas de respect». Peut-être que c'est pas du tout ça qui se passe. Il est simplement pressé, il sait pas peut-être s'exprimer autrement ou, bref, les exemples viendront. «Il ne me manque pas de respect» ou même peut-être un petit pas de plus, «Il me respecte». Peut-être qu'il m'a dit «bonjour» avant de me demander de déplacer ma voiture et qui sait? Qui sait? C'est quand on va chercher en méditation, quand on se recueille à l'intérieur de soi avec un peu de bonne volonté, de curiosité et de sincérité que les exemples viennent et donc on commence à voir cet homme sous un jour nouveau, OK? Et les mots pour s'adresser à lui viennent beaucoup plus facilement Mmh. et on remarque qu'au travers de tout ça eh bien, on arrive à garder son calme. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais, mettre en avant dans cette idée de, j'allais dire gérer, mais je n'aime pas le mot, au mieux ces tempêtes émotionnelles ou de naviguer sur cette, mer, houleuse, je préfère ça comme métaphore. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Est-ce qu'il y a d'autres, des clés que tu as envie de nous partager? Oui, alors, la question est-ce vrai? Si on n'a pas le temps de faire les 4 questions, les retournements et les exemples, je le comprends tout à fait. Mais rien que quand on a une pensée qui vient marteler et nous secouer, rien que de se demander: «Mais bon d'accord, mais est-ce vrai?» Rien que ça permet de faire un petit pas de recul à l'intérieur de soi. Également, quand on est pris dans une tempête émotionnelle, si elle est vraiment intense, c'est comme si nos images mentales du passé ou des projections qu'on fait dans l'avenir nous coupent totalement de ce qu'on est en train de vivre, de ce que le corps qui lui ne peut pas se déplacer dans le temps et l'espace comme ça, hein, est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on quitte la réalité. Le travail de Kitty, ça nous ramène à la réalité. Mais rien que quand on est vraiment mais submergé, rien que de se dire, rien que de nommer les choses autour de soi et nommer les choses de la réalité. Par exemple, table. «Oui, mais quand même, il aurait jamais dû me parler comme ça, c'est terrible». Lampe, mur, rien que d'énumérer les choses autour de nous, ça nous ramène à soit ça n'a pas été agréable ce qui m'est arrivé, avec, cet homme, mettons dans le passé, mais c'est pas en train de se passer maintenant. Maintenant, je suis en train de faire un cauchemar dans lequel cette personne est en train de me manquer de respect. Mais maintenant, là, je suis, en tailleur avec mon ordinateur sur les genoux, en train de parler à Nathalie. Donc ordinateur, Nathalie, lampe, table, fenêtre. Mmh. Et tu te Et ça ramènes à ton contexte et à quelque chose de ouais, matériellement concret, en fait, c'est ça, hein? oui et le fait de nommer les choses parce qu'on nous recommande beaucoup: «Oui, il faut revenir à l'instant présent» et cetera. Mais c'est tellement simple de simplement nommer les choses. Ça nous montre qu'il y a une différence entre le cauchemar mental qui, Ouais. lui, suscite cette tempête émotionnelle et l'instant présent, la réalité qui est toujours bienveillante. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi hein, ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, beh, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!